Si quelqu'un dans votre environnement agit d'une certaine manière et que ça vous fait souffrir ou que ça vous irrite, des fois on dit non, je ne souffre pas, c'est juste qu'il me fait chier. Ben, c'est une forme de souffrance. Il faut avoir l'humilité de vous avouer à vous-même que c'est vous qui souffrez. Ce n'est pas l'autre qui vous fait souffrir. Si on n'est pas en train de vous foutre des baffes, si vous n'avez pas un fusil sur la tempe, si votre santé ou votre vie n'est pas immédiatement menacée, c'est que des mots, c'est que de la vapeur, c'est que des vibrations dans l'air qui n'ont aucun pouvoir. Et là, j'ai des tas de gens qui me disent « Ouais, les mots, ça a du pouvoir, tout ça. » Oui, pour les gens susceptibles, les faibles, victimes, qui veulent absolument être aimés par les autres, qui ne veulent pas faire l'effort de s'aimer eux-mêmes. Oui, les mots, ça a du pouvoir pour ceux qui ne veulent pas se prendre en main. Mais en fait, des mots, c'est que des mots. Si quelqu'un vous insulte et que ça vous fait quelque chose, c'est parce que vous l'avez cru. Et qu'il y a quelque chose en vous qui a décidé de souffrir de cette expérience. Et vous devriez dire « Merci, je ne savais pas que j'avais ça à régler. » Et là, vous allez travailler sur vous. Parce que si quelqu'un vous insulte et que vous n'avez pas cette réaction en vous, ça ne vous affectera pas. On voit le principe. Si vous n'avez pas honte de vous, et quelqu'un vous balance une baliverne, vous n'en avez rien à foutre. C'est bah, ok, je suis comme ça. Ah, mais toi, tu te prends pour un autre, tu crois tout savoir? Ok, ça se peut. Peut-être. Je vais travailler sur mon arrogance. Merci de m'en parler. Voilà. Plutôt que d'essayer de se défendre toujours. Non, non, je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas d'avoir raison. Je dis juste que... Et là, vous essayez d'avoir raison. Donc, il avait raison. L'autre aussi de dire que... Bon. Si vous souffrez, c'est vous qui souffrez. Si quelqu'un fait quelque chose ou agit d'une manière qui évoque de la souffrance, c'est vous qui souffrez. Si ça vous fait mal qu'on vous vole 300 €, c'est vous qui souffrez et ce n'est pas le voleur qui vous a fait souffrir. Vous avez la responsabilité de protéger vos 300 € hein, en passant, parce que la justice veut, et le droit d'équité à tous veut que si ces euros sont supposés être à vous, que vous ayez le droit de les conserver. Donc c'est sûr que par responsabilité, vous allez vous assurer de faire respecter votre environnement immédiat, ce qui est à vous, mais l'attachement à ces choses qui sont à vous sont une cause de souffrance. Parce que si on les prend, ça vous fait mal. Je ne suis pas en train de dire de vous libérer de toute chose. Le détachement, ce n'est pas la négation et être dépourvu de quoi que ce soit. Le détachement, c'est de pleinement vous réjouir de votre téléviseur à placement de 50 pouces, de 200 cm, je ne sais pas en centimètres ce que ça fait. Et votre gros, super écran placement sur le mur, de vous en réjouir, et lorsque vous arrivez chez vous, et quelqu'un l'a pris, de ne pas être émotionnellement affecté. Parce que vous n'étiez pas attaché. Vous allez dire, ah, merde, je ne voulais pas avoir à gérer ça, mais je vais appeler l'assurance. C'est tout. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on est attaché aux choses, vous avez un véhicule, vous avez une voiture, et quelqu'un l'accroche un peu, et là, boum, cette force en vous qui ne vous consulte pas, la colère, ah, merde, qu'est-ce que t'as fait? Ah! Et c'est comme si on vous avait foutu un coup de masse dans le front, que vous aviez un handicap permanent, à vie, à tout jamais, je ne serai plus beau. Non, on parle de votre véhicule, là, et ça se répare, ou pas, on s'en fout. Voilà, vous le prenez un peu trop personnel, hein? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? L'attachement aux choses, c'est une cause de souffrance. Alors, dans les 21 masques de Lego, on commence d'habitude avec les 3 dénis, et ensuite on procède avec d'autres choses. Là, je fais référence au dernier masque normalement auquel on travaille, c'est les attachements physiques, émotionnels et mentaux. Je ne fais qu'un survol pour vous aider à vous souvenir que si vous souffrez, c'est vous qui souffrez. Ce n'est pas l'autre qui souffre pour vous, ni l'autre qui vous fait souffrir. Si quelqu'un baise avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est vous qui souffrez du contrôle que vous souhaitez avoir sur votre conjoint ou votre conjointe. L'autre personne vous fait pas mal. Vous voyez ça? C'est pas évident à absorber, hein? C'est vous qui souffrez des épreuves de la vie. Évidemment, si vous voulez avoir une belle relation, essayez d'être exclusif avec une personne, n'allez pas gambader ailleurs, parce que ça aussi, ça fait souffrir, ça fait mal, c'est con. C'est très important de se respecter soi-même, de respecter l'autre, d'avoir une vie stable, normale et paisible, mais ne jamais blâmer qui que ce soit pour une souffrance que vous vivez.
Vous voyez le principe? Parce que je ne suis pas en train de dire que vous devriez gambader dans les bois, aller baiser qui vous plaît et avoir rien à foutre si votre conjoint le fait aussi. Parce que ça cause de la souffrance, ça peut causer des maladies, des bébés pas voulus. Il peut y avoir plein de conséquences à ça. Okay? Ça cause éventuellement de la souffrance d'avoir trop de partenaires sexuels. Ça, c'est garanti, c'est assuré. Il y a des gens qui me disent « Non, mais moi, j'ai une vie libre, j'ai pas de problème. » Ben, c'est ça. Et 2 ans après, ils étaient complètement aplatis, comme si un train avait roulé sur eux. En fait, c'est eux qui avaient roulé sur un train, mais bon. Je dis ça comme ça pour rire. Et ces gens-là, ils souffraient énormément de tous les cœurs brisés et du leur, de tout ce qui s'était passé. Alors, c'est bon d'avoir une vie stable, simple, honnête. C'est pas obligé. C'est bon, c'est utile, c'est mieux. Mais si ça arrive que ce n'est pas le cas, si ça arrive que quelqu'un dans votre vie décide de faire quelque chose sans vous consulter et que ça vous fait mal, quelqu'un utilise votre vélo sans vous avoir demandé la permission, oui, il aurait dû vous demander la permission, mais à partir du moment qu'il ne l'a pas fait, c'est vous qui souffrez. Vous voyez le principe? C'est pas, on n'utilise pas le détachement comme façon de devenir totalement indifférent, d'avoir rien à foutre de sa propre vie. Non, c'est très bon de s'occuper par responsabilité, par prudence, par sagesse. Mais lorsque la souffrance arrive, avoir l'humilité de revenir à l'intérieur, oui, c'est moi qui souffre du contrôle que je voulais sur mon vélo, ou mon conjoint, ma conjointe, peu importe. Vous voyez la différence? Alors, on en revient au masque, c'est nous qui souffrons lorsque nous souffrons, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est pas évident à intégrer, mais avec la pratique, ça vient. On a parlé de la honte, on va parler de la peur. Lorsqu'on parle d'un masque de l'ego, en fait, il faut redéfinir ce que le masque est. C'est beaucoup plus large qu'on pensait. Je dis à des gens, des fois, vous avez peur de mourir? Surtout dans une foule de yogis ou de croyants nouvel âge. Non, moi je suis en paix avec la mort, je n'ai pas peur de mourir. Et on fait l'exercice et après 5 minutes, ils réalisent qu'ils ont peur de mourir. Et qu'ils ont beaucoup le goût de vivre aussi. C'est les deux. Hein. Le goût de continuer à vivre et la peur de mourir. Ils ont une force en eux qui n'a rien à voir avec si philosophiquement dans leur esprit ils l'ont fait auparavant. On le fera plus tard. Okay? On va montrer qu'on a tous très peur de mourir. Mais tant qu'on n'est pas exposé à la mort, au risque, on ne s'en rend pas compte que oui, il y a cette force en nous qui a peur de mourir. Alors philosophiquement, on s'invente, non, moi j'ai pas peur de la mort, c'est pas un problème, ça arrive, la mort, oui, mais lorsqu'elle arrive, vous n'avez aucune réaction? Parce que j'y crois pas. J'ai beaucoup de difficultés à croire que vous seriez totalement sans réaction face à la mort. Alors, la peur, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus profond qu'on peut le croire. On peut faire des intégrations de toutes sortes de façons. Pour la honte, on a rejoué un film dans notre tête, on s'est rappelé un souvenir. Pour la peur, on peut faire la même chose, se rappeler d'un moment où on a eu peur pour aller régler des peurs spécifiques. Mais, pour celui-là, vu que j'ai eu une demande spéciale hier, on va aller faire une petite méthode pour découvrir la peur fondamentale. Okay? Une peur existentielle, qui ne s'explique pas, qui est métaphysique, qui est fondamentale à l'intérieur de nous. Je vais vous demander de finir d'écrire votre ligne de notes si vous êtes en train de le faire et ensuite de déposer vos notes. Parce que pour celle-là, il faut être un peu plus absorbé. Vous demeurez libre de faire ce que je vous propose ou pas. Souvenez-vous, si à tout moment vous n'aimez pas la formation ou à quel point l'approche est directe, vous pouvez en tout temps discrètement partir. Ça, c'est pas un problème. Néanmoins, tout ce que vous savez déjà, vous amenez à où vous en êtes là. Et là, vous voulez devenir quelqu'un de plus, vous voulez devenir meilleur, vous voulez apprendre autre chose, évoluer, grandir. Si vous ne faites pas ce que je vous suggère de faire, pas que je vous l'ordonne, mais je vous le suggère, faites ceci, faites cela, et que vous ne le faites pas, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous ne saurez jamais qu'est-ce que vous pourriez découvrir en suivant les instructions. Ce que je veux dire, c'est lorsque je vous suggère de respirer et que vous dites « Non, moi, cette fois-là, je ne respire pas, je m'en fous. » Vous avez le droit, vous êtes libre. Mais si vous ne faites qu'à votre tête, vous ne découvrirez pas mieux. En d'autres mots, lorsque je vous enseigne,
c'est certain que je vous enseigne des trucs que vous ne connaissez pas déjà. Par conséquent, vous pourriez ne pas être d'accord. Vous pourriez avoir des idées autrement. Vous pourriez être philosophiquement en conflit avec ce que j'enseigne. Mais comment pourrez-vous savoir si ce que j'enseigne peut vous apporter quelque chose si vous ne l'essayez pas? Il y a des gens, surtout quand je fais les bonhommes sourires, hein, il y a des gens qui disent, bon, moi c'est pour les enfants ces trucs-là, j'écoute, c'est tout. Et ils ne le font pas. Et ensuite, ils se demandent pourquoi les techniques ne fonctionnent pas pour eux. Ben oui, dépassez votre honte à imaginer les petits bonhommes sourires parce que, bon, pour vous, c'est trop enfantin. Et faites-le. Et ceux qui n'étaient pas, ok, c'est beau, je vais le faire. Et là, finalement, ils ont ressenti la joie. Ils disent, ah, c'est vrai, il y a eu de la joie. Okay? C'est certain, il faut pardonner les petits bruits d'estomac qui arrivent parce que César a une condition médicale que ça le fait en permanence tout le temps, toute sa vie, tous les jours, toutes les 10 secondes. Okay? Alors, c'est comme ça, on s'excuse pour lui. Hein? Comment? C'est l'ambiance. Ouais, c'est ça. Okay. Mais en fait, ça le fait toujours, surtout lorsqu'on intègre. Tu as remis les caméras? Oui, absolument. Ah bon. Alors, je vous assure que vous êtes libre. Mais souvenez-vous que si vous décidez de ne pas faire tel ou tel exercice, parce que pour vous, ça a l'air un peu trop enfantin, ou vous n'aimez pas, vous ne découvrirez pas ce que ça peut vous apporter. Et si vous dites, moi, j'en ai pas besoin, comment le saviez-vous tant que vous ne l'avez pas essayé? Okay? C'est ce que je veux dire. Parce que je vois qu'il y a des gens qui décident de faire leur tête. Ici, j'en ai pas vu beaucoup. Mais des fois, c'est une petite chose. Je dis, bon, prenez un bon respire là. Mais non, celui-là, il ne me dit pas. C'est pour que... Je dis ça parce que pour la prochaine, c'est très important de faire toutes les étapes. Sinon, elles ne fonctionnent pas. Okay? Alors, on se ferme les yeux. On porte attention à l'intérieur. Il est recommandé de mettre les deux paumes sur les cuisses. Et ça, c'est pas obligé, mais c'est très recommandé. Okay? Main vers le haut ou vers le bas. On imagine qu'on tombe vers l'arrière dans une noirceur absolue. On tombe dans le noir, il n'y a rien après quoi s'accrocher, on ne voit rien. Et quoi que vous entendez de toute évidence ma voix alors que je vous guide, imaginez que c'est le silence absolu également. Il y a une absence d'information et on tombe. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. On tombe. C'est la chute noire dans l'oblivion, dans l'obscurité totale, dans la vacuité. Et il y a des émotions qui peuvent monter. On respire. On contemple le fait d'avoir aucun contrôle. Le principe d'être perdu dans un environnement qu'on n'arrive pas à définir. Qu'on n'a pas de solution, qu'il n'y a pas d'issue. On respire profondément dans l'abdomen. Et on observe ce qui monte, l'expérience. Pour très peu d'entre vous, c'est confortable. Pour la majorité, ce n'est pas très agréable. Et c'est ça le but. Cette contemplation éveille la peur existentielle. On va ouvrir les yeux, revenir ici, mais on reste sur l'émotion. On reste sur le sentiment. Et on sort de cette contemplation, mais on reste sur ce que ça a éveillé. Aimez-vous avoir le contrôle dans votre vie? Hein? C'est le fun, hein? Et quand vous n'avez pas le contrôle, c'est pas agréable. Hein? Avez-vous peur de perdre le contrôle? La peur de perdre le contrôle, c'est fondé sur une fausse assumption. Là, je crois que je traduis directement de l'anglais au français, c'est pas ça. Ça se fait, ça? On a assumé par défaut qu'on a eu le contrôle déjà. Avez-vous peur de perdre le contrôle? Vous ne l'avez jamais eu. Voilà la clé. Vous n'avez pas le contrôle. On ne l'a pas, ça n'existe pas, ça. C'est une illusion de l'ego. Des fois, les trucs arrivent en fonction de vos plans, ou de manière que ça vous plaise. Et là, vous vous sentez en contrôle. Ah, tout arrive comme je veux. Et vous croyez que c'est parce que vous le voulez que ça arrive. Pas du tout. C'est arrivé, c'est tout.
Et Dieu merci, c'était également quelque chose que vous vouliez. Et là, ça arrive comme vous voulez. Mais ce n'est pas le fait d'avoir voulu quelque chose qui fait que c'est arrivé. Ben oui, mais je voulais aller au cinéma, j'y suis allé. Ouais, vous avez voulu aller au cinéma, et cette fois-là, par hasard, vous y êtes arrivé. Mais si vous n'y arrivez pas, là, vous dites, j'ai plus le contrôle, mais vous n'avez jamais eu le contrôle. C'est simplement pas arrivé comme vous le souhaitiez, c'est tout. L'idée du contrôle, c'est que ça n'existe pas, mais on met un effort monstrueux à vouloir contrôler notre vie. Le contrôle, c'est large et profond comme définition. Hein? Oui. Si j'ai pas ressenti peur, c'est peut-être que j'étais pas assez dans l'exercice ou... Non, pas du tout. Tu l'as fait, et là, le dialogue sur le contrôle, il fait un peu de sens, et c'est tout. Parce qu'il y en a pour qui c'est agréable. Parce qu'ils se sentent confiants dans leur vie, c'est pas la peur qui est leur masque principal, donc il n'y a pas de problème. Et des fois, il y a des gens qui ont beaucoup de peur dans leur vie, et qui chutent dans le noir, et ça ne l'éveille pas. Parce que ça prend un certain temps. Okay? Mais ça a réveillé une expérience. J'en ai vu des faces, hein, pendant que vous le faisiez. Il y en a qui a eu la panique. Hein, toi, c'est absolu à chaque fois. Il y en a qui a eu des petits épisodes de peur, d'inconfort, de panique. Il y en a. Ouais. Alors, où on a des émotions, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose, mais c'est une contemplation qu'on fait plus que 2 minutes. Hein. Et la peur, il faut l'élargir. Il faut aller beaucoup plus large que dire j'ai eu peur parce qu'on m'a donné une mauvaise nouvelle, mais finalement, c'est pas arrivé. C'est pas que la peur immédiate, c'est une force en nous qui vise à ne pas faire face à la vie telle qu'elle est. Okay? Et là, je bifurque sur le contrôle, qui est totalement un autre masque de l'ego. On va revoir plus tard, mais on va juste le mentionner rapidement. J'ai pas réussi à voir le noir. C'est pas grave, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de résistance à la peur. C'est une pratique qui se fait avec le temps. Un jour, vous le ferez, vous aurez soit une peur, soit une extase. Parce qu'il y en a pour qui tomber dans le noir absolu, ça devient extatique. Okay? C'est parce que ça rejoint la vacuité spirituelle. Mais pour moi, la première fois, c'était pas extatique. Hein? Maintenant, on adresse la peur d'une façon totalement différente, qui est d'une autre approche. Mais j'ai déjà préparé votre subconscient avec la première technique. Alors là, on va essayer de se rappeler d'une peur qu'on a dans la vie. Une intégration typique. On essaie de décroiser les bras. C'est pas obligé, mais ça aide. Hein? Il y en a qui sont plus confortables comme ça aussi. Hein? Des fois, on serre, des fois, c'est que pour maintenir un peu l'abdomen. Des fois, je fais comme ça ou comme ça. Mais en fait, c'est mieux d'essayer de laisser respirer cette région. Pensez à une peur que vous avez et s'il vous plaît, élargissez votre définition de la peur parce qu'il y a des gens qui vont dire ben, « moi, je n'ai pas peur de rien. » OK, ben... Et si vous perdiez tout, là, si votre famille se faisait assassiner par des gens, tout ça, immédiatement, là, ça ne vous fait pas peur, ça? Non, non, je suis en paix avec la mort. Bon, là, il n'y a rien à faire. Mais essayez de penser à une peur, OK? La peur de quelque chose, n'importe quoi, OK? Et si vous n'arrivez pas à trouver une peur spécifique, pensez qu'à la peur. Et retournez quand vous étiez jeune, vous aviez peur du noir, ou vous aviez peur de perdre votre mère dans le centre d'achat, dans le supermarché, ou il y a eu des peurs comme ça dans le passé. Ou la première fois qu'une personne que vous convoitiez était pour vous donner une réponse favorable ou infavorable à votre relation, par exemple, et vous aviez peur, essayez de trouver une peur. J'essaie de donner des idées, là. Trouvez une peur que vous avez eue dans votre vie. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans le passé aussi. Oui? Mais par exemple, si on visualise, si on essaie de ressentir une peur spécifique, ça agit aussi sur d'autres situations où on a de la peur? Ouais. C'est vraiment sur le tu vas finir par aller ressentir toutes les régions de la peur. Ils vont s'éveiller une après l'autre en cascade. Ouais. C'est juste un prétexte pour ressentir. Oui, c'est ça, c'est pour le provoquer. On essaie de retourner dans cet aspect de nous qui a peur de quoi que ce soit. Parce que des fois, on a très confiance en nous, mais il reste des peurs. Et ce qu'on veut, c'est aller en déclencher une, essayer d'aller évoquer ça. Et si on n'en a plus aujourd'hui, des peurs, on retourne dans le passé pour essayer de se rappeler comment c'était. Pour essayer de raviver le sentiment. Alors faites-le. On descend dans la peur. Ceux qui veulent l'essayer, vous pouvez juste contempler la peur comme telle. Métaphysiquement, sans aucune explication. Et on descend dans la peur. On imagine qu'on descend dedans. La peur de cesser de vivre, la peur de ne pas avoir assez d'argent demain,
la peur de ne pas manger, la peur de ne pas pouvoir payer ses factures, la peur de ne pas être aimé par les autres. C'est large la peur. Il y a beaucoup d'aspects à la peur. Éveillez-les et descendez dans votre peur. Et on respire. De temps à autre, pas tout le temps, mais de temps à autre, une bonne respiration profonde dans l'abdomen et on découvre la peur. Et quand là, on descend plus creux. On se laisse sombrer dans la peur. Je suis sûr que pour chacun, il y a quelque part la peur de ne plus être aimé des gens. Là, tranquillement, on va revenir ici. Et on va relaxer. Et peu importe la quantité de peur qui s'est éveillée à travers cette contemplation, elle s'est dissoute. Okay? Il y en a encore beaucoup. Et l'idée, c'est qu'on a commencé à dissoudre la surface de notre peur. Là, vous avez ressenti la peur. Ça va pour tout le monde? Oui, ça a marché? Vous avez ressenti la peur, c'est-à-dire que vous êtes plus familier avec cette expérience de la peur. Et la prochaine fois qu'elle va jaillir, elle aura moins de pouvoir sur vous. Parce que là, vous le savez, vous l'avez contemplé, vous dites, ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est la peur. Là, il faut que je donne un cours philosophique sur la peur. La peur, ça vous aime, c'est votre meilleur ami. Si vous êtes pour mettre votre main au feu, et que c'est pour vous blesser, la peur va vous forcer à retirer votre main du feu. Hein? Donc, ça vise à vous protéger. Si vous êtes pour aller communiquer avec quelqu'un, et ça se peut que la communication n'est pas très bien, vous avez peur d'aller parler à quelqu'un, cette peur, elle veut vous protéger. Elle veut éviter que vous ayez mal. Par conséquent, la peur, c'est une expérience qui prend soin de vous. Ah, c'est pas évident à accepter, hein, mais la peur, ça vous aime. Ça vise à éviter de la souffrance. Cependant, c'est une information naturelle extrêmement riche, viscérale, bien chargée dans le système génétique, dans le code génétique, pour nous assurer de survivre. Et là, ça nous pourrit la vie, parce que ça arrive et boum! Okay? Alors, la peur, c'est pas quelque chose d'agréable. Mais si on le voit comme quelque chose de mal, on ne saisira pas sa fonction principale, qui vise à essayer d'éviter de la souffrance. Et lorsqu'elle s'accumule et qu'elle s'accumule, elle devient un mur qui nous empêche de ressentir du bonheur. On voit la mécanique, là? Ça ne vise pas à promouvoir le bonheur, ça vise à éliminer la souffrance. Par conséquent, c'est un déni. C'est de dire, non, ça n'existe pas, ça. OK, on respire profond encore. Et là, on essaie de relaxer, OK? C'est les gens qui ont des phobies. Ouais. C'est quelque chose de descendre dans la peur. C'est pas un déni. Oui. Mais c'est un peu tranchant parce que quand on est convaincu que la peur nous est utile, on ne veut pas l'affronter en se disant mais non, elle me protège. Alors c'est peut-être un masque, un prétexte, mais on se dit justement il ne faut pas que je quitte cette peur. La peur n'est pas utile. Si c'est pour survivre physiquement, elle a sa fonction. Mais dès que la peur adresse quelque autre sujet que ce soit, une conversation à avoir, une façon de s'exprimer, un défi à franchir, un examen à aller faire, une épreuve à franchir, dès qu'il ne s'agit pas de survivre au niveau immédiat de la santé, elle n'est pas utile. Mais la peur n'a pas de filtre, elle veut s'impliquer partout. Voilà pourquoi elle nous pourrit la vie. Elle n'est pas utile. Si on dit, oui, cette peur est utile, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que la peur était utile. J'ai dit, la peur cherche à nous éviter de la souffrance. Mais à cause de ça, elle vient nous faire, elle nous torture les tripes. Dès qu'il y a moindrement une épreuve ou quelque chose à franchir. On va dire 1000 fois, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais il faut juste qu'une situation arrive dans notre vie et paf, la peur est là. On essaie de se faire croire qu'on n'a pas peur, parce qu'on a peur d'avoir peur. Hein? C'est un système qui s'auto-maintient. On a peur d'avoir peur, donc on cherche à éviter à tout prix d'avoir peur, alors qu'en fait, on a peur.
On a cette peur fondamentale en nous. Elle est là. C'est utile, hein, Rêve? C'est correct? Elle se bidonne. Alors, vous dites, vous pensez ne pas avoir de peur, et ensuite, vous avez une opinion à exprimer sur quelqu'un, vous l'exprimez à une personne, à un tiers, qui va le dire à l'autre, à sa mère, à son coiffeur, à son cousin, au fils, à celui qui lui a vendu des friandises avant-hier, et par un pur hasard, ça atteint les oreilles de la personne concernée. Et là, cette personne-là vient vous voir. « Hé, toi, faut qu'on parle, je crois. » Et là, vous allez me faire croire que vous n'avez pas peur? Qu'il n'y aura pas cette réaction de « Oh, merde! » Et voilà, toi tu fais « Non, c'est pas de la peur, c'est... je comprends. Il faut élargir la définition de la peur. C'est pas que la peur de traverser la rue. C'est... Ah merde, c'est cette espèce de réaction, ça ne vous applique pas à vous nécessairement, mais il va arriver un jour quelque chose, une situation où vous devrez communiquer avec des gens et vous n'aurez pas vraiment le goût. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Parce que la peur s'applique pour certains de manière fondamentale, comme pour toi, c'est juste l'insécurité fondamentale. Et il y en a d'autres que c'est au niveau plus de la communication, il y en a d'autres que c'est financier. Hein? Avez-vous déjà eu de l'insécurité financière? Vous vous rappelez ce que c'est? C'est pas agréable, hein? Parce que perdre ses moyens mentaux, parce qu'on a peur de ne pas avoir assez d'argent, ça ne génère pas d'argent. Ça ne règle rien à la situation. Hein? Ça fait que nous maintenir dans cet état « je suis menacé ». Alors la peur, c'est une information et on vise à faire cette intégration de la peur existentielle pour que cette information nous soit utile. Elle nous dit, oui, je sais, j'ai pas assez d'argent, je vais travailler, je trouve une façon, c'est tout. Et là, on y va, on le fait. Est-ce qu'on comprend le principe de la peur? C'est quelque chose qui arrive de l'intérieur et boum, ça nous saisit, alors ça nous bloque et on ne sait plus quoi faire. Et ça arrive dans des situations différentes pour chacun, mais quand ça arrive, ça nous pourrit la vie. C'est pas utile. Mais à la base, elle est nécessaire pour s'assurer qu'on survive. Tant qu'on n'a pas développé le sens de la responsabilité, de travailler suffisamment pour avoir assez d'argent, de faire ce qu'il faut pour que nos paiements passent, de faire ce qu'il faut pour maintenir une relation, tant qu'on n'a pas le sens de la responsabilité. La peur est nécessaire pour nous forcer à les prendre, nos responsabilités. Et une fois qu'on a le sens de la responsabilité, oui, je vais faire ce que j'ai à faire, la peur n'est plus utile. On n'a plus besoin de l'impulsion génétique de survie parce que le sens de la responsabilité va être beaucoup plus adéquat pour gérer une situation comme dans notre vie aujourd'hui. Il faut que les paiements se fassent, il faut que notre survie de base soit assurée, qu'on mange, qu'on ait des vêtements, un loyer, tout ça. On voit? C'est bon? Encore inspire, vocal. Ah, c'est bien, hein? C'est de détendre cette peur. Ouf! Est-ce qu'une peur spécifique, complètement irrationnelle, ne peut pas venir de notre vie? Il y a de temps à autre des peurs qui viennent de notre vie. Tu utilises l'expression peur irrationnelle, je ne connais pas de peur rationnelle. Okay? Les peurs ne sont pas rationnelles, elles sont viscérales. Des fois, on se les explique, j'ai peur à cause de ça, et souvent, ce n'est pas une vraie interprétation profonde. Si vous avez peur des araignées, vous n'avez pas peur des araignées. Vous avez peur d'un système fondamental dans la nature qui est plus profond que peur des araignées ou peur de se faire piquer si elle est vénéneuse. C'est pas ça, il y a quelque chose de plus profond. On aura un cours d'intégration physique plus tard, un autre jour.